C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve, Shavuot Tov, Chodesh Tov. Grâce à Midreshet Ouda Manitou, on a le plaisir de retrouver le docteur Eliezer Charodotsky. Et tu veux nous parler des victoires cachées de cette année 2024-2025. Bechavod. Mamash, mamash. Désolé pour le retard. Euh, il y a parfois des victoires qui sont visibles et des victoires qui le sont beaucoup moins. Et je ne sais pas lesquelles sont beaucoup plus importantes. Parce que les victoires qui arrivent sur les différents fronts, qui sont plus ou moins proches ou lointains, que ce soit l'Iran, le Liban, la Syrie, que ce soit Gaza. Mais il y a un autre front qu'on risque de rater et qui est beaucoup, beaucoup plus proche de nous et où il se passe des choses très, très, très importantes. Euh, je, je pense, naturellement, on peut parler de ce qu'on appelle le remplacement des élites. Euh, je vais peut-être effleurer un peu le sujet, mais ce n'est pas l'essentiel, bien que là aussi, ça soit très important. C'est qu'il se passe une mutation des élites avec le changement du chef d'état-major, avec le chef du Shabak qui est en train de changer, le contrôleur d'État, etc. Pas à pas, les élites deviennent, en un mot, les élites deviennent plus juives. Les élites deviennent la génération qui n'a pas connu Oslo, si on peut le dire comme ça, ou la génération qui n'a pas accepté Oslo. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout cela se passe avec, bien entendu, beaucoup euh, de bâtons dans les roues par différentes instances juridiques, comme le conseiller juridique, etc. On connaît tout ça, mais, chose très intéressante, sans démonstration dans les rues, sans grève générale, sans tout ce que nous accompagnait en 2023 avec la réforme judiciaire, où chaque fois que tu voulais faire bouger ne serait-ce qu'un pion, eh bien, c'était une déferlante d'indignation nationale, internationale, etc., etc. Euh, Tout d'un coup, euh, il n'y a plus le milliard de dollars qui a nourri toute cette vague de démonstrations, un millier d'associations israéliennes anti-gouvernementales, anti-juives pour beaucoup, euh, qui voulaient faire fléchir la volonté du peuple. Euh, Ça, c'est très important, mais ce n'est pas l'essentiel. Là, on est encore en route. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une mutation totale de la présence juive en Judée et Samarie. Et là, je voudrais me référer à pas mal d'articles, certains de Nadav Shragai dans Israël Hayom et beaucoup, beaucoup dans votre journal préféré qui est à Haaretz et votre site préféré qui est Shalom Arshav. Croyez-moi que si vous voulez un peu vous renforcer et avoir une bouffée d'optimisme, eh bien, de temps en temps, ça vaut la peine d'ouvrir euh, le site de Haaretz ou de Shalom Arshav ou d'autres organisations de ce genre. Et là, vous voyez des choses fantastiques. Je cite un des titres de Haaretz. L'annexion n'avance plus à petits pas. Elle avance de plein pied. L'annexion de quoi? De Judée et Samarie. Alors, à quoi est-ce qu'ils font référence? À un boom
de planification et d'autorisation de milliers, de dizaines de milliers d'unités de logement. Des programmes entiers qui sont autorisés, des yishuvim, des nouveaux yishuvim, des nouvelles localités qui sont dont on jette les bases en Judée, Samarie, d'autres qui sont blanchis, on peut dire, autorisés, des dizaines et des centaines de kilomètres de nouvelles routes qui sont tracées, des milliers de dunams rédimés, des milliers de dunams qui sont redéfinis comme terre d'État, terre étatique, c'est-à-dire où on peut construire, on peut élargir, etc., etc. Jusque depuis l'année 2009, avec un certain Salam Fayyad, qui était le premier ministre de l'organisation surnommée Autorité palestinienne, eh bien, il avait un plan de conquête, entre guillemets, pacifique des terres juives, des territoires dénommés C, à savoir ceux où Israël, en Judée-Samarie, conservait encore toutes ses prérogatives. Eh bien, petit à petit, avec un financement européen, onusien, international, américain, etc., etc., ils construisaient là-bas des dizaines, des centaines de milliers d'unités de logement en prenant possession, naturellement de manière unilatérale, illégale, de terres entières à la lisière de localités juives, de routes juives telles que la route 60, etc., etc. Et nous, on était là à voir et ne rien faire. Eh bien, ces derniers temps, il y a un retour de manivelle et au lieu du plan Fayad qui isole les Yishuvim, ce qu'on voit, c'est l'expansion des Yishuvim qui coupe les terres, les territoires de ce qu'on appelle la Rachap, la Reshuta palestinienne, de l'autorité. Je préfère nommer autorité du moment que, de toute façon, on est en voie d'oublier cette invention de la fin du XXe siècle qu'on appelle le peuple palestinien. Alors, jamais, je l'ai jamais appelé de ce terme, mais bon, donc je préfère continuer à ne pas le nommer et à continuer à nommer l'autorité simplement autorité, sans autre. Euh, ce qui se passe, c'est une chose très intéressante. C'est avec Bezalel Smotrich qui a demandé la prérogative et être responsable de ce qu'on appelle du Minal Ezrahi, l'administration civile, qui est responsable de toutes les affaires civiles en Judée-Samarie, dans le cadre du ministère de la Défense. Eh bien, il a fait une chose très simple. Il a changé les prérogatives et les compétences. Il a pris les compétences de la procurature et du conseil juridique de l'armée, qui jusque-là était responsable de tout ce qui avait à voir avec l'autorisation, la planification des localités juives et l'autorisation de construire en Judée-Samarie. Et puis, il l'a séparé. Et là, il a nommé 25 conseillers juridiques qui, de manière très étonnante, sont hyper sionistes. Il les a choisis visiblement à la pincette. Et c'est eux qui sont, entre autres, à l'origine euh, d'un véritable bouleversement pour tout ce qui se passe, euh, euh, ce qui a trait à la vie juive en Judée-Samarie. Euh, vous savez, il y a environ 2 mois,
on a été visiter avec des amis le Yishuv de Soussia. On a fait un Shabbat à Soussia. Et là-bas, la personne qui nous a accueillis, eh bien, c'était le fondateur de tous les Yishuvim juifs dans la montagne de Hebron, Drom Hebron, le sud des montagnes de Hebron, c'est-à-dire Soussia, Maon, Avigail, Carmel, etc., etc. Et c'est le fondateur en 82 du Yishuv Soussia. Et, et puis, il nous a fait une excursion qu'il appelait Siur Achavot, une excursion dans toutes les fermes. Pourquoi dans toutes les fermes? Parce que c'est ce qui est en train de changer la donne. Il a dit que Soussia, c'est le premier Yishuv sans barrière. Vous allez à Soussia, il n'y a pas de barrière là-bas. C'est ainsi qu'il a été fondé, sans barrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, mais s'il n'y a pas de barrière, il y a des Arabes autour, il y a des ennemis, il y a des personnes qui veulent nous faire du mal. Alors, il dit non. Nous, on avait une autre tactique, c'était les brebis qui tenaient la garde. Qu'est-ce que ça veut dire, c'était les brebis? C'était les troupeaux. Il y avait un personnage fantastique qui s'appelait Yair Har Sinai, qui faisait paître ses troupeaux autour de Soussia. Maintenant, comment tu fais paître ton troupeau quand tu es juif, pas quand tu es arabe? Il y a une grande différence. Il nous a expliqué, c'était fantastique. Quand tu es juif, eh bien, tu viens avec ton troupeau, avec tes centaines de têtes sur un pâturage. Tu y restes tout au plus 5, 7, 8 minutes. Ils broutent un peu et puis tu les fais suivre au prochain pâturage. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un troupeau qui ne reste pas sur place, mais qui chaque fois contourne le Yishuv, sans épuiser la terre, sans arracher les brindilles et les herbes avec la racine. Et c'est là, j'ai dit que un troupeau juif est différent d'un troupeau arabe. C'est qu'un troupeau arabe, eh bien, son berger, il le laisse sur le pâturage beaucoup de temps, jusqu'à ce que les brebis etc., jusqu'à ce qu'ils épuisent complètement la terre, ce qui fait que la terre a beaucoup, beaucoup de problèmes à se régénérer. Ça, on laisse de côté, bien que ce soit très intéressant. Mais ce qu'a fait Yair Har Sinai, il a conquis des milliers de dunams autour de Soussia, qui étaient de fait des terres juives. Maintenant, pourquoi je raconte cette histoire? Ça s'est passé il y a des années. Eh bien, c'est que jusqu'en 2021, c'était une histoire complètement unique, extraordinaire, hors du commun, parce qu'effectivement, tous mesuraient le succès de l'Aït Yashvut seulement en une unité de mesure. Quelle unité de mesure? Combien d'unités de logement? Ah, on a eu 3000 unités de logement, 4000, 1000 unités de logement. Yofi. Mais le problème, c'est que l'unité de logement, c'est très limité. Ça ne s'étend pas sur une grande surface. D'autant plus qu'aujourd'hui, on construit en hauteur. Là, je vous parle d'Efrat. On est en train de construire 17 étages. Le prochain projet d'expansion d'Efrat, c'est pas en largeur, mais en hauteur. 17 étages, imaginez-vous ça. Vous ne pouvez plus acheter de ce qu'on appelle le tsmoudei karka, une maison avec un jardin. Ça n'existe plus. Et là, il y a la révolution des chavot, ce qu'on appelle Ayetziya Minagderot. Vous savez, quand on parle de la sortie des murs, des murailles de Jérusalem, en 1865, avec Mishkenot Sha'ananim, le premier quartier hors des murs, etc., etc., eh bien,
c'était la sortie des Juifs de la vieille ville. Et maintenant, on utilise la même terminologie, mais pour parler de la sortie des Yishuvim, Yetziya mi'Agderot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 4 dernières années, eh bien, il s'est passé un bouleversement véritable et on a formé 133 nouvelles fermes. Alors, vous pouvez dire, les fermes, c'est pas grand-chose, ça a une étable, ça a une maison pour que la famille vive là-bas. Il y a là-bas quelques bergers, mais enfin, ça prend pas beaucoup de terrain. Eh bien, il faut savoir que ça prend des milliers de dunams. Pourquoi? Parce que le troupeau, il est en train de paître. Et là où il paît, là où il broute l'herbe, eh bien, les Arabes quittent cet endroit. Là, il y a la présence juive, il n'y a plus la présence arabe. Et là, je vous invite à regarder la carte. Regardez. Ce que vous voyez ici, eh bien, regarde, c'est la chose suivante. Ken, vous voyez, il y a aussi Yarden, le Jordanie, il y a Mamelach, vous voyez Yerushalayim, Ken, Ramallah, et regardez maintenant tout ce qui est peint en couleur brune. Ken, Emroim, tout ce qui est en couleur brune, eh bien, c'est des terres qui ont été reprises, qui font où on fait paître nos troupeaux. Maintenant, vous imaginez, c'est-à-dire, c'est près de la moitié de toutes les terres qu'on appelle, de toutes les terres d'État. Toutes les terres d'État, c'est sur le territoire C, c'est-à-dire là où il y avait, où il y a pouvoir tant militaire que civil de Tzahal, de l'armée d'Israël, eh bien, sur ces terres où il y avait une présence arabe très forte, c'est essentiellement sur la vallée du Jourdain, mais pas seulement. Vous voyez ici à Gush Etzion, dans l'est de Gush Etzion, vous voyez, regarde, je vais essayer de faire descendre. Voilà, regarde. Vous voyez ici, Dromar Hebron, Sousia et aux alentours de Sousia, partout, Yatir, etc. Vous avez énormément de terres qui ont été reconquises par des troupeaux juifs. Si vous voulez que je vous le dise en chiffres, eh bien, il s'agit de presque 800 km². 800 km², la moitié, 50% de ce qu'on appelle Admot Medina, les terres d'État de Judée et Samarie. On voit que, et maintenant, comment ça se fait? Ça se fait avec l'aide de l'armée, avec le soutien d'abord tacite, mais de plus en plus actif de l'État, qui finance toutes les Sidurei Bitachon, tout ce qui a rapport à la sécurité, à l'éclairage, etc. Et il y a de plus en plus de fermes comme ça qui rédiment véritablement des terres Geulat, Geulat Adama. Il y a de plus en plus de territoires deviennent des terres d'État. Pourquoi ça? Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les territoires C. Qu'est-ce que c'est les territoires C? C'est ceux où on a la juridiction israélienne, autant de niveau sécuritaire euh, euh, que civil, mais cela ne veut pas dire que tous ces territoires C, c'est comme ça qu'ils ont été définis dans les accords d'Oslo, qu'on peut construire sur chacun d'entre eux. Non, peut-être que c'est une propriété privée d'un Arabe, peut-être qu'elle a été un jour travaillée et cultivée
par un tel ou tel clan bédouin, etc., etc. Ni le יודע, je ne sais pas. Donc, il faut, comment dire, faire un seker, faire un sondage, faire une vérification sur ces terres pour voir qu'elles n'appartiennent à personne. Du moment, et ça dure des années, du moment qu'on définit que ça n'appartient à personne, eh bien, elles peuvent être déclarées terres d'État, Admot Medina, sur lesquelles ensuite on peut commencer à planifier, etc., etc. Eh bien, Smotrich, qui fait un travail unique en ce domaine, et ça, il faut véritablement lui rendre, lui dire un grand, grand, grand merci, pas seulement pour ça, mais entre autres pour ça aussi, il fait un travail invraisemblable pour transformer des terres, des admot seker, des terres sondées, en terres d'État. Et c'est ainsi que 50 nouveaux yishuvim, certains véritablement nouveaux et d'autres qu'on pourrait dire légalisés, qui ont été établis cette dernière année. Je parle là de Efrat, eh bien, juste à quelques kilomètres, il y a Maalot Khalkhul, qui va faire le lien entre Gush Etzion et Hebron Kiryat Arba. Il y a des yishuvim dans Bikat Yarden, il y a des yishuvim dans Dromar Hebron, dans les montagnes de Hebron. Il y a les yishuvim en Samarie, il y a des villes entières qui sont planifiées en Samarie. Il y a donc des fermes, mais il n'y a pas seulement des fermes, il y a aussi de plus en plus d'unités de logement. Par exemple, les 3 premiers mois de l'année 25, eh bien, ont été entérinés et approuvés 10 500 unités de logement. Si on compare ça à toutes les unités de logement qui ont été autorisées en 1924, toute l'année 1924, eh bien, il y a eu à peine 10 000 unités de logement qui ont été autorisées. Tout d'un coup, on passe de 10 000 en un an à 10 500 en 3 mois, c'est-à-dire 4 fois plus. Et on voit maintenant que ces autorisations, ce n'est pas seulement de 3 mois en 3 mois, non, mais c'est de semaine en semaine. Euh, il y a 140 nouvelles routes qui ont été tracées avec plus de 100 kilomètres. Il y a des villes entières qui sont planifiées. C'est pas seulement ça, vous lisez encore, il y a, même, vous savez, il y a ce qu'on appelle les territoires B, ceux qui sont définis les Chitrei B. Qu'est-ce que ça veut dire Chitrei B? C'est là où le pouvoir civil appartient à l'autorité arabe, mais le pouvoir militaire demeure encore entre les mains de Tsahal. Mais c'était ce qu'on pourrait dire une, euh, une terre déjà à l'abandon par Israël. C'était une terre perdue. C'était les territoires perdus, pas de la République, mais de l'État juif. Les territoires perdus de l'État juif. Eh bien là, on voit un changement, c'est que tout d'un coup, c'est encore des balbutiements, mais il y a des fermes et des familles juives qui vont s'établir dans les territoires B, qui sont sous juridiction civile de l'autorité. Il y a des territoires nouveaux complètement qu'on découvre. Je viens de parler il y a une semaine à un ami qui habite à Tkoa. J'imagine qu'il y a ici des personnes qui connaissent. Je lui dis, raconte-moi, qu'est-ce qui a changé, etc. Il est guide, il connaît très bien Eretz Israël. C'est aussi une personne qui est en histoire, en Sciences Po. Il a dit, écoute, il y a un changement fantastique qui est en train de se passer. Euh, c'est que tous les clans bédouins qui nous entouraient, eh bien, après le 7 octobre, on a agi comme des habitants de Tkoa. On est très gentils, on est très sympas. On est allé les voir, les Mukhtarim et les différentes familles arabes qui étaient là. On dit, écoutez, c'est dangereux pour vous d'être ici. Vous savez, les Juifs, on est énervés maintenant. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, imaginez ce que vous aurez fait à notre place. Alors là, ils ont très vite compris.
et ils ont tous foutu le camp. Et il a dit qu'il y a des dizaines et des centaines de grottes qui se sont libérées et des centaines de dunams tout autour de Tkoa, et pas seulement de Tkoa, mais tout ce qu'on appelle l'est du Gush Etzion, qui se sont libérés et qui se sont remplis de juifs. Et là, tout d'un coup, vous voyez un Mayan, une source d'eau. Et là, vous avez des bancs, et là, vous avez un petit café, et là, vous avez des grottes où des familles juives vivent. Oui, vous savez, il y a pas mal de familles juives. Je demande combien? Il y a des dizaines de familles juives qui aiment vivre dans la nature. Ils déménagent dans des grottes. Et il a dit, et on a découvert des espaces dans lesquels jamais le pied d'un être, qui n'ont jamais été foulés par les pieds d'un être humain. Tout ce qui va de Tkoa jusqu'à la mer Morte. Un désert qui commence à être rempli, qui commence à revivre. Ça, c'est une chose dont vous entendez jamais parler. Jamais. C'est une reconquête en silence. Et là, je voudrais faire un pas en arrière. Quand on a commencé notre série de conférences sur Oslo, la première conférence, si je me rappelle bien, elle portait sur la façon de mesurer le sionisme. Comment mesurer l'avancée sioniste? Et on a vu que jusqu'en 48, il y avait deux écoles qui faisaient concurrence l'une à l'autre. Et une qui disait ça doit être compté par le nombre de juifs, et l'autre qui disait non, ça doit être calculé en termes de superficie, en termes de Hityashvut, de peuplement de territoire. Comme le disait Yosef Trompeldor, la frontière du futur État juif va être définie par la lisière de la dernière charrue juive, par la dernière lisière de la charrue juive. C'est-à-dire, il faut calculer le succès du sionisme pas en termes de démographie, mais en termes de géographie, de kilomètres carrés, de dunamim. Et avec le temps, cette école n'a pas trop réussi. Et l'un des piliers de Oslo, c'est qu'on a dit que le territoire, ça n'a plus d'importance. On peut être le Hong Kong, le Singapour du Moyen-Orient, l'essentiel, c'est la richesse. L'essentiel, c'est le capital culturel, humain, financier, etc., etc. Pas la terre. Et là, tout d'un coup, on a compris, non, la terre, ça compte. Il y a un principe dans l'armée qui date encore de Clausewitz, qui dit la chose suivante: Kav amaga leolam yiparetz. La ligne de front est condamnée à être percée. Jamais une ligne de front, une ligne de défense n'est éternelle. Regardez la ligne Maginot, regardez ici, vous connaissez mieux que moi toute cette histoire. Chaque fois, toute ligne de défense, elle est provisoire. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps apparu un article à ce sujet dans un site des études de défense d'Israël. Et ils disent, effectivement, on a oublié ça. Le 7 octobre 2023, on a oublié que Kav Amaga Leolam Yiparetz, que chaque ligne de défense est condamnée à être percée, à être brisée. Et nous, on comptait sur nos lignes de défense.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une ligne de défense, ce n'est pas une bonne défense. Mon fils, il m'a raconté, il est là-bas dans le Dromar Hebron, et il m'a dit, hein, papa, ça, il y a une différence entre une barrière et entre un yishuv qui a une barrière et un yishuv qui n'a pas de barrière. Là, il habite, c'est un yishuv qui n'a pas de barrière. Il dit, tu sais, c'est quoi la différence? Ben, je lui dis, ouais, qu'il y a une barrière, pas de barrière. Non, la différence, c'est où tu regardes. Lorsque tu tiens la garde, c'est où est-ce que tu regardes, où est-ce que tes yeux sont orientés. Lorsqu'il y a une frontière, lorsqu'il y a une barrière, tes yeux sont orientés sur les quelques mètres avant la barrière. Ils sont rivés à la barrière. Lorsqu'il n'y a pas de barrière, tes yeux sont rivés partout. Ils vont au loin, ils regardent au loin. Et s'il y a un danger qui est là, qui perce à 10 km, tu le vois, parce que tu regardes là-bas. Et s'il y a un danger à 1 km, tu le vois aussi. Tu vois le danger. Et pour revenir à nos bergers et à nos moutons, eh bien, les bergers, ils voient le danger. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été pris maintenant pour cible par les terroristes. Regardez les derniers attentats. Ils s'en prennent aux fermiers, Balei Achavot, qui sont là avec leurs familles et leurs enfants, avec quelques jeunes qui sont là à faire le troupeau, à le faire sortir à 4 heures du matin, 5 heures du matin, à les faire rentrer et à faire le tour et à garder le terrain. À garder le terrain, c'est quelque chose de fantastique. Ils gardent le terrain, c'est ça, c'est que ils rédiment, ils reconquièrent le terrain. Comme Abraham Avinu, comme Yitzhak Avinu, comme Yaakov Avinu, comme nos patriarches et le matriarche. Alchou be'eretz Israël, in comme ces filles là qui viennent de passer à côté de moi. Alchou ba'aretz leorka ve'lerorva. Je vous parle là d'une des collines de Ephrat. Je n'ai pas eu le temps de rentrer à la maison, j'ai juste eu le temps d'entrer dans la première colline. Mais euh, vous comprenez? Et on est en train de rédimer, de racheter kilomètre après kilomètre, dunam après dunam, notre terre. Et ça, c'est très important. C'est que la dimension territoriale reprend de l'avant, reprend de sa pertinence et de sa force. Tout honneur sauvegardé pour l'aspect démographique qui est très important. Mais sans la terre, la démographie ne suffit pas. Lorsqu'on est là avec 80% des habitants juifs d'Eretz Israël, entre Haïfa et Ashdod Ashkelon, sur la ligne côtière, ça ne marche pas. Ce n'est pas des frontières défensibles qu'on peut défendre. Mais lorsqu'on est notre présence en masse avec nos troupeaux et avec nos fermiers en Judée, en Samarie, dans la vallée du Jourdain, ça marche. Ça marche. Les Arabes se retirent. Maintenant, c'est une chose fantastique. Ça se passe sur le terrain, mais ça ne se passe pas seulement sur le terrain. Après le 7 octobre, on a tous commencé à comprendre quelque chose. C'est tout d'abord, on a compris
que c'était la fin de ce qu'on appelle la solution des deux États. La fin de la solution des deux États. C'est-à-dire, il n'y a plus et ce n'est pas des paroles vaines, Ken. D'abord, on a voté en juillet 2024, contre, c'était une déclaration, mais c'était une déclaration très forte de la Knesset, contre l'établissement d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain. Finita la commedia. À l'ouest du Jourdain, il n'y aura qu'un seul État qui a déjà un nom, qui s'appelle Israël. Combien ont voté pour, combien ont voté contre? 68 pour, 9 contre. 68 tant du côté de la coalition que du côté de l'opposition. Et l'opposition, personne à l'opposition, à part les députés arabes, n'ont osé lever la main contre cette résolution qui s'oppose à tout État surnommé pseudo-palestinien en Eretz Israël. C'était quand? C'était en juillet 24. Et maintenant, en juillet 25, qu'est-ce qui s'est passé? On a avancé d'un cran. C'est pas seulement maintenant contre un État palestinien, c'est pour un État juif, pour l'établissement et l'élargissement de la souveraineté juive en Judée-Samarie. Combien? Ah, c'était une semaine, Ken. Il y a une semaine, moins d'une semaine. 71 pour, 13 contre. Le vote arabe et quelques députés pseudo-démocratiques. C'est-à-dire, vous avez ici une sorte de sour mira ve'asetov. Retire-toi du mal de l'État palestinien et fais le bien étant la souveraineté juive israélienne en Eretz Israël. Tout le monde a compris, sauf, encore une fois, ceux qui nous donnent maintenant la bonne humeur, à savoir à Haaretz Shalom Arshav. Tout le monde a compris que la présence juive et les localités juives en Judée-Samarie ne sont plus un obstacle à la paix, au contraire. Ils sont les garants de la paix. Ils sont les garants de la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement la souveraineté en Judée-Samarie, mais c'est de plus en plus la souveraineté à Gaza qui est à l'ordre du jour. Il y a même le chef d'état-major qui, à ma connaissance, n'a pas étudié dans le yeshiva de Eli. Celui qui a conseillé, qui a étudié dans le yeshiva de Eli, bien que les gens ne le sachent pas, c'est Roman Goffman, le général Roman Goffman, qui est le conseiller militaire de Binyamin Netanyahou et qui vient de Ashdod, qui a été grièvement blessé le 7 octobre lorsqu'il s'est lancé seul à l'assaut des terroristes. Et on le connaît, il était Machat ici à Gush Etzion, chef de brigade de Gush Etzion, une personne plus que valable. Mais le chef d'état-major actuel, Eyal Zamir, lui aussi parle qu'en tout cas de figure, en tout cas le nord de Gaza, on doit le garder. Pour toujours. Même plus que ça, etc., etc. C'est-à-dire, on parle de plus de l'extension de la souveraineté juive, Judée, Samarie, Gaza, Syrie. Les Druzes demandent qu'on soit souverain dans le Jabal el-Dourouz, la montagne druze.
à Soweïda, le sud de la Syrie. De fait, de manière certes encore partielle, on a étendu là-bas notre présence militaire et notre influence militaire. C'est des choses qui changent. Quelles sont les autres raisons qui ont permis ce changement véritablement de direction, de vecteur? C'est aussi que, je vais le formuler de cette manière, c'est que le peuple juif d'Eretz Israël a compris combien les Juifs qui habitent en Judée-Samarie sont ses frères. Quels sacrifices en vie humaine ont été consentis par les habitants de Sousia, de Elazar, de Itzhar, de Ophra, de Ephrat, de toutes ces localités de Judée-Samarie dans la guerre qui dure maintenant presque 2 ans. Ils comprennent, mais c'est pas mal. Il y a quelque chose qui se passe là. On ne parle plus en termes de ennemis de la paix et amis de la paix comme à l'époque de Oslo. Non, on parle en tant que véritable source de la force de Am Israël et de Eretz Israël. Naturellement, une autre chose qui a permis cela, c'est l'administration aux États-Unis qui est beaucoup plus favorable. L'ambassadeur des États-Unis qui veut acheter un appartement à Efrat, Huckabee. Une administration qui parle de souveraineté, etc. On voit que dans l'esprit national, pour résumer tout ce que j'ai dit, la terre a repris toute son importance et comment dire, pas seulement la terre, mais les circonstances aidant aux États-Unis, à l'intérieur, avec une opposition beaucoup plus faible, beaucoup moins financée, beaucoup plus chancelante, les élites de ce qu'on appelle le premier Israël. Je ne suis pas d'accord avec ce nom, je pense qu'il n'est pas juste, mais bon, c'est pour d'aisance, une formule d'aisance. Tout cela se passe, imaginez-vous, sans démonstration, sans appel à la Haute Cour de justice, sans résolution au Conseil de sécurité de l'ONU contre tatati tatata, contre encore 10 000 unités de logement, contre tel quartier à Gdoumim et tel yishuv en Judée. Non, tout d'un coup, ça passe, comme on dit en hébreu, mitachat le radar. C'est pas capté. Et regardez ce qui se passe dans le tampon qui relie, la terre tampon qui relie Jérusalem à Ma'ale Adomim. Pour moi, le terme de I-Echad, E1, c'était quelque chose de plus familier que une description d'une partie d'échecs pour un joueur d'échecs. Ishtam E2, E4, Ken E1, E2. Non, 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 non. I1, c'était la terre tampon sur laquelle on veut construire depuis des décennies, mais la terre entière ne donne pas construire là-bas. Pourquoi? Parce que ça va couper ce qu'on appelle Retzifut territorialit, comment dire Retzifut?
la continuité territoriale entre Ramallah et Bethléem, entre les quartiers arabes de Jérusalem et Jéricho, qui va couper le, entre guillemets, futur État palestinien. Et c'est pour ça que voilà plus de 30 ans qu'on ne pouvait rien construire là-bas, à part un petit poste de police. Et voilà qu'on est en train de reconsidérer, pour finir, et de considérer la construction d'un quartier sur les terres Echad entre Jérusalem et Ma'ale Adumim. Et pour la première fois depuis des décennies, Jérusalem va pouvoir grandir et s'étendre pas seulement vers l'ouest, vers le nord, vers le sud et en altitude, mais aussi à l'est, là où il y a le plus d'espace, là où ces espaces sont les plus démunis, les plus désertiques. Et ça, c'est quelque chose d'une importance primordiale. Et c'est une chose qui se fait sentir aussi chez nos ennemis. Encore une fois, je vais citer un article de Haaretz qui dit, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Des dizaines de familles de Hebron quittent la ville. L'exil arabe de Hebron, etc. et d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins d'emplois, parce qu'ils ont moins de facilité de se mouvoir, etc., etc. Parce qu'on achète moins de production de Hebron et compagnie, et ailleurs. Et puis, il y a des voix qui se lèvent à Hebron et ailleurs, de chefs de clans, qui disent, Dai, on ne veut pas faire la guerre aux Juifs tout le temps. On en a marre de cette autorité corrompue. On veut normaliser notre situation. On veut que vous nous reconnaissiez en tant que petit émirat. On n'a pas besoin d'indépendance, on n'a pas besoin d'armée. On veut vivre entre nous et en paix avec vous. Voilà. Agnien. Les choses changent. Et le paradigme d'Oslo est en train de tomber pièce par pièce. Bezrat Hashem, on va reconquérir ce qu'on appelle les territoires B. On va revenir dans le caveau, le tombeau de Yosef, à Shrem. On est déjà revenu à Sanour, dans les villes. On va revenir. On a autorisé le retour en Samarie Nord. Il y a véritablement un retour de manivelle qui se passe et qui est très, très important. Et Baruch Hashem qu'on n'en parle pas. Baruch Hashem qu'on n'en parle pas. C'est la révolution des chavot, des fermes, la révolution de la souveraineté dont on commence à parler et à déclarer. Et tout le monde vote pour, que ce soit Netanyahou, que ce soit les gens de l'opposition. C'est très important. Et le peuple est pour. Et voilà, c'est les victoires cachées. Et bien entendu, il y a beaucoup de terres à reconquérir aussi dans le Negev et autour de Beersheba et au sud et dans la Galilée. Beaucoup de terres à repeupler, à reconquérir. Là, sous beaucoup de points et d'aspects, en Judée-Samarie, c'est beaucoup plus paisible et beaucoup plus sioniste et juif que dans beaucoup d'endroits dans le Negev et en Galilée, où il y a dans beaucoup d'endroits une majorité arabe, et ça se fait sentir. Et là aussi, il faut faire, et, il faut reprendre les rênes. Il faut redire sa souveraineté, re-exercer sa souveraineté
à l'intérieur comme à l'extérieur de la ligne verte, ce qu'on appelle la ligne verte. Voilà, je vous laisse la parole. Toda Rabba, merci beaucoup Eliezer, comme d'habitude, très intéressant. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et Passionnant. intervenir. Merci beaucoup, Eliezer. Vraiment, ça remonte le moral parce que tout ce qu'on entend, c'est les bergers qui sont attaqués, c'est aussi la destruction de petits, je ne dis pas yéchouvim, de tout petits îlots que les Juifs construisent en Judée-Samarie et que l'armée va détruire. Alors, comment on peut comprendre ça? Écoutez, il y a toujours des exceptions. On n'est pas encore ish tachat gafno ve ish tachat ta'anato. Il y a effectivement le Noar Agvaot, Nari Agvaot. Il faut le dire, il faut oser le dire, ils font un travail fantastique. C'est des adolescents de 13, 14, 15 ans qui ont ni peur, ni... Vous savez, j'étais une semaine, un peu plus d'une semaine, à la Shiva, juste en face, à El Azhar, chez la famille Azoulay. Son fils était Abraham Azoulay, une famille charédite. Ah oui, le fils a été malheureusement tué. Ouais. Le fils était un mafil bagger, comment dire ça, non, un excavateur, ces énormes machines qui détruisent les maisons là-bas, à Gaza. Et quand on lui demandait, et c'était une personne, ouais, il était dans une unité, dans l'armée. Les commandants de brigade et les commandants de bataillon se disputaient pour avoir chez eux les Naharé Agvaot. Pourquoi? Parce qu'ils savaient tout faire. Ils n'étaient jamais fatigués. Ils travaillaient 20 heures sur 24 et ils étaient là pour les missions les plus dangereuses. Ce sont les premiers visés à Gaza, les opérateurs de D9 et de Bagherim. Ce sont les premiers visés en Judée-Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils sont le fer de lance sioniste aujourd'hui. Ils sont le fer de lance. Ils n'ont pas peur. Ils sont là à se balader avec leurs troupeaux. Et la plupart du temps, l'écrasante majorité du temps, on ne le raconte pas, ou c'est ailleurs qu'on le raconte. Ils font fuir. Ils font fuir par leur présence, pas par leur violence. Ils ne sont pas violents du tout. Mais ils font fuir l'occupant arabe des terres de Judée et Samarie. Maintenant, ce n'est pas du 100%, mais ce qu'on entend, qu'ils sont attaqués, qu'ils sont expulsés, qu'ils sont là, eh bien, il faut savoir lire entre les lignes. Ils sont attaqués parce que c'est la plus grande menace pour les ennemis, nos ennemis en Judée-Samarie. Et pour certains qui n'ont pas encore changé de disquette, comme on dit, qui n'ont pas encore fait le restart, eh bien, c'est le plus grand défi à l'ordre ancien, à l'ordre où c'était le règne des conseillers juridiques et de ceux qui voulaient étrangler le peuplement juif de Judée-Samarie. Et c'est pour ça que d'un côté comme de l'autre, il faut voir ça comme comme le signe, un signe très positif. On m'attaque parce que je suis dangereux. Parce que je suis dangereux, parce que je reconquiers la terre. Par exemple, je ne sais pas, je parle à mon fils, il est là-bas dans des trucs, peu importe. J'ai dit, Yann, il y a un dernier incident là-bas, c'était à Shim'a,
dans Dromar Hebron. Il dit non, non, c'était pas Hashima, c'était pas dans la localité, c'était quelqu'un qui voulait attaquer la ferme, Havat Yehuda. Et qui a abattu le terroriste? Eh bien, le fermier. Le fermier, c'est même pas quelque chose qui a été publié. Il dit de l'intérieur, tu vois, voilà. C'est les personnes qui sont le rempart. Voilà. Quel autre, Macho? Moi, je vous trouve très encourageant parce que quand on lit les informations et puis quand on voit, on est toujours très découragé. On voit les réactions du monde, des gauches, je veux pas dire les gauchistes, la gauche d'Israël. Et puis on voit les réactions du monde qui délégitime mise tout ce que fait Israël sans aucun, euh, sans aucun jugement, sans aucune donnée historique. Et j'ai trouvé votre conférence un petit peu encourageante parce que pour le moment, on est un petit peu déprimé. Mais ça, c'est les, comment dire, les vagues, les écumes, l'écume des vagues. À l'intérieur, il y a des processus qui se passent, qui sont très, 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 très encourageants. Très, très encourageants parce que le peuple juif, si vous avez remarqué, il ne plie pas les chines sous la pression internationale. Il ne plie pas. Ça fait 2 ans qu'il tient. Et pourquoi? Parce qu'il parle maintenant, il agit de l'intérieur et pas de l'extérieur. Que pour un collectif. Du moment que tu agis de l'extérieur, eh bien, tu es très pliable, tu es très vulnérable. Mais dès que tu agis de l'intérieur, d'une conviction profonde, eh bien, c'est quelque chose qui ne plie pas. Cela ne plie pas lorsque tu agis de l'intérieur. Pe'ula mibifnim. Et on agit là de l'intérieur. Maintenant, les balbutiements, les blablabla, Haaretz, Shma Haaretz, Ynet, Shma Ynet, בסדר, בסדר. כאילו לא בסדר. Mais non, il faut pas se fier à eux. Il ne faut pas se fier à eux. Et aussi dans le monde, on entend ceux qui crient. Il y a ceux qui gardent le silence et qui sont époustouflés par Israël qui a le courage de son identité, le courage de ses valeurs. Que ce n'est pas comme l'autre, comment il s'appelle le président français? Je ne sais pas si vous avez entendu son discours, pas sur Israël, mais sur la plus grande menace qui pèse sur l'Europe aujourd'hui. Il dit, c'est la menace russe. Bon, je ne sais pas s'il a raison, mais admettons. Admettons. Et là, il continue, j'ai eu de la peine à me retenir, et il dit, la France, on doit être craint. Pour être craint, on doit être puissant. Pour être puissant, on doit être uni. Oh, Aboubik, Guidli, tu as regardé sur les côtés un peu l'union de la France, nos BMS. La puissance de la France, bon, heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein. La France qui est crainte, ouais, par qui? Donc, tu vois, d'un côté, si c'était un discours en soi, c'est un très beau discours, je dois dire. Un très beau discours. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un discours qui est si peu soutenu par les actes et par les faits. Et là, en Israël, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de discours, mais on a beaucoup, beaucoup d'actes et de faits. Et on a la force, le courage, la volonté de notre identité. La volonté de nos valeurs, c'est très, très important. Et ça, c'est des forces qui viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Zéo. Je vous entends Merci pas? beaucoup.
Merci beaucoup, c'est très positif. Très, Grâce très à vous. positif. Grâce à vous. Et Moti Kedar a fait une conférence sur la France et il a dit que si la France voulait remonter le courant, il faudrait que pendant 3 générations, toutes les femmes, mariées ou pas, aient 8 enfants. Pendant 3 générations. Waouh. Il dit qu'autrement, la Wow. France est foutue. Et est-ce qu'on peut, elles peuvent avoir 3 enfants pendant 8 générations? Merci. C'est remplaçable? Ouais, Toda. Merci à vous. Kol תודה tov. רבה. Merci. Torot, torot.